Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ELK. On s'intéresse toujours à nos outputs. C'est la deuxième vidéo sur les outputs. On s'intéresse à l'output, on va dire, le plus courant, Elasticsearch. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une base de données qui permet de stocker très facilement, de distribuer les données donc, et d'avoir une gestion à large échelle à partir d'un cluster. Donc très très facile à manager ce cluster avec Elasticsearch. Le gros atout également, donc là on est sur du log, donc on est sur des choses plutôt très verbeuses, donc la recherche plein texte est très très importante. Du coup, Elasticsearch, comme c'est son domaine on va dire de performance, il est beaucoup plus adapté que d'autres types de bases de données, tout simplement. Donc voilà. Alors, cet output Elasticsearch dispose de beaucoup d'options. On va pas toutes les voir aujourd'hui. On va voir, je pense qu'on fera 3 vidéos. Celle d'aujourd'hui, c'est plutôt les choses un petit peu génériques, avec l'approche un petit peu globale. La prochaine, ce sera une vidéo plutôt sur l'aspect template d'index. Et puis une autre vidéo sur l'indice life cycle. Donc c'est le principe de rotate un petit peu des index quand on en génère tous les jours en fréquence régulière. Il y a la nécessité de passer, on va dire, de données chaudes à des données froides. Voilà, avec un historique. Alors, ça en est déjà un petit peu servi. L'output, il est très simple. Hein. On le définit, on indique Elasticsearch. On indique généralement le host, mais par défaut, ça doit être le localhost qui est pris. Le port, c'est pas forcément nécessaire non plus. Par défaut, c'est le 9200. Elasticsearch, c'est le 9200. Donc, c'est host avec un S. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut avoir affaire à un cluster Elasticsearch. Si on a affaire à un cluster, on va indiquer les machines du cluster et c'est Logstash qui fera la distribution, le load balancing, on va dire, à travers toutes les machines. Petite particularité, quelque chose à retenir, c'est qu'Elasticsearch, il y a une possibilité de distribuer des rôles au sein du cluster, avoir des machines qui vont être là que pour stocker, d'autres qui vont être là que pour servir des requêtes, donc des espèces de masters. Les masters, eux, ne sont pas à renseigner dans cette liste, sinon ils viennent fausser le load balancing qu'on peut réaliser. Ensuite, le nom d'un index. Donc ça peut être un index fixe, mais on l'a déjà vu lors de vidéos précédentes. On peut utiliser des variables, on va le faire tout à l'heure. Donc des variables à la fois sur le temps. Donc généralement, on va faire un index par jour. Alors ce qu'on peut recommander par rapport aux index, c'est plutôt de découper les index le plus possible. C'est pour ça que souvent on retrouve les jours. Parce qu'en fait, le jour où on veut faire du nettoyage, alléger un petit peu sa base, son Elasticsearch, c'est assez facile de supprimer un index. Supprimer des documents, c'est une autre paire de manches. Donc il vaut mieux stocker les choses dans des index. En plus, l'index, c'est vraiment le niveau, on va le voir quand on le verra plus tard avec le sharding. Allez voir la playlist Elasticsearch et vous verrez que l'index est une échelle assez intéressante pour la distribution à travers les nœuds, le cluster Elasticsearch. Donc du coup, quelque chose de très important. Parce qu'un index, derrière, on va pouvoir le découper avec un aspect avec des shards, un aspect de sharding. C'est aussi sur cet élément-là que sera calculée la réplication, sera appliquée la réplication. Et donc le sharding, ça va être la distribution à travers tous les nœuds du cluster. Du coup, j'ai pas bien découpé mon slide, donc c'est pas grave. Ça, on l'a vu. Donc, première chose, l'idée c'est d'aller faire une configuration qui va être juste un petit peu plus que ce que je vous montre là, le output de base. On va repartir sur quelque chose de base, mais qui va être ceci. Donc juste un filtering. Donc en gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un script qui est là, qui est celui-ci. Donc le voici. Et hop. On va s'en servir, donc on va le copier, on va le coller sur notre machine ELK, donc gen alors je l'ai déjà. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Petite variation par rapport aux vidéos précédentes, c'est que là on inclut une petite variation, c'est la possibilité d'éditer plusieurs fichiers input en reprenant l'argument qu'on va lui passer juste pour éditer le fichier, le input 1, le input 2, le input 3. Et l'idée à chaque fois c'est de coller 3 lignes dans ces fichiers. Derrière, on va aller éditer /etc logstash, on a l'habitude maintenant, confd, et puis on va en appeler un elastic.conf. Et dans cet elastic.conf, on va aller récupérer
celui que j'avais tout à l'heure. On va aller récupérer cet élément-là et on va le voir ensemble. Voilà, hop. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On prend un input qui va avoir trois inputs différents. L'idée, c'est de simuler 3 injections différentes, pas de file. Le file n'est pas du tout le meilleur exemple, mais en tout cas, c'est le plus facile à mettre en œuvre pour pas passer trop de temps à faire des configurations dans le cadre du tuto de la vidéo, pour pas que ça prenne trop de temps. Donc là, on pourrait avoir un bit, un autre bit, un autre élément qu'un bit, autre chose, une autre source, un Kafka, que sais-je, autre chose, un Postgres ou autre. Là, l'idée, c'est de se dire j'ai 3 inputs différents, 3 inputs, 3 entrées différentes à partir de files, mais ça pourrait être d'autres choses. C'est ça qui est important à retenir. Donc là, j'en ai 3. Et dans ces 3, j'ai un pass qui est l'input 1, l'input 2, l'input 3. Ça aussi, c'est pas forcément le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est juste cette ligne-ci, qui est en gros partout dans Elasticsearch. On peut ajouter des tags, ajouter des fields. Si vous ne l'avez pas déjà vu, vous voyez que ça revient quand même très très souvent. C'est valable à peu près pour tous les plugins d'input, c'est valable à peu près pour tous les plugins de filter, et c'est à peu près valable dans les outputs moins couramment. Donc on a des add fields, des add tags. Là, on va se servir de add field. Add field, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui dire, écoute, cette source-là, on va lui rajouter un champ. Ce champ, on va le coller dans la map metadata, donc celle qui n'est pas dédiée au message, mais dédiée à tout ce qui englobe le message, donc des données comme le host, comme le pass, qui sont des champs par défaut alimentés directement par Logstash, ou par FileBit, comme dans le cas d'un bit. Et là, du coup, on crée dans cette map un champ supplémentaire, ES_index, j'aurais pu l'appeler Tititoto, ce qu'on veut, et il prend la valeur app1 pour l'input 1 avec la date du jour. Pour l'input 2, il prend la valeur app2, et pour l'input 3, il prend la valeur app3. Alors tout de suite, là, ce que je vous montre, en fait, le add field et puis tout ce qui est possible avec Logstash, on peut le faire, ce qu'on fait là, on peut le faire de manière très diversifiée. C'est un exemple, mais on pourrait le faire de manière assez diversifiée. Là, en l'occurrence, on part sur quelque chose d'assez simple à comprendre. Le but, c'est de bien comprendre les choses. Donc du coup, j'alimente ce champ avec app1, app2, app3 et la date du jour. Donc la variation, finalement, c'est l'itération 1, 2, 3, tout simplement. Derrière, j'applique le filter, qui est le filter qu'on a déjà appliqué, je crois, lors de la vidéo précédente. Ce filter, il s'applique simplement à l'injection que je fais, et je ne cherche pas à traiter plus que ça la donnée qui est dedans. C'est-à-dire qu'ici, j'ai une IP, une date, et puis le reste, c'est un message. On va considérer qu'on a 3 blocs. Je crois que c'est ce que j'ai fait. Voilà, on a 3 blocs. On a l'IP, la date, et puis le reste, qui est un champ que j'ai appelé other. Voilà, tout simplement. On a utilisé dans le filter le plugin Dissect, et on lui a défini ce mapping là. Ensuite, donc du coup, on passe à ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'output. Et l'output, vous voyez que finalement, il est très simple. Là, ici, on a défini le nom de notre index. Et plutôt que de mettre des conditions dans l'output, if le tag ou if field contient quelque chose, là, on l'a fait en input directement. On aurait pu faire l'inverse, mais on l'a fait en input. Et du coup, derrière, ce qu'on fait, c'est que l'index, lui, il va reposer intégralement sur l'input, le champ qu'on ajoute au niveau de l'input. Vous voyez que la map @metadata ESIndex, c'est celle qu'on reprend pour le nom de l'index. Et on balance tout ça dans Elasticsearch. Donc là, je vais enregistrer. Je fais un systemctl start logstash. Et puis tail-f /var log de logstash plain.log. Voilà, donc là il est en train de démarrer. Derrière, si on regarde Kibana, j'ai pas d'index, j'ai rien pour l'instant. On va fermer ça, voilà, j'ai pas d'index pour l'instant, j'ai rien. Donc là il est en train de démarrer, très bien. Donc là j'ai pas d'output de fichier output, je balance directement dans Elasticsearch. Là du coup je vais lancer mon générateur et je vais lui dire écoute, là on va déjà générer tout ce qui est pour l'app 1, donc je lui passe l'argument 1 qui va renseigner les éléments dans le input 1, vous voyez, toc. Donc là il vient d'injecter les éléments. Si je reload ma partie index, vous voyez que ça y est, il vient de me créer l'index 1. Ensuite je peux lui faire pareil, je vais lui injecter le 2.
Et là, j'aurais pu paralléliser un petit peu plus les choses, hein. Le but, c'est de prendre son temps, de checker que tout se passe bien comme on le pense. Donc là, vous voyez que j'ai 3 documents, j'ai 3 lignes d'injectés, 3 documents, une ligne par document. Donc, on a les index qui sont des espèces de databases, on a les documents qui sont non pas des tables, mais plutôt des lignes, on va dire, des lignes avec des attributs variables. On verra ça dans l'index template. Donc là on a fait le 2, hop, voilà, le 2 on l'a bien, et puis on va faire le 3. Donc une fois qu'on a fait ça, on a un choix qui se pose à nous. Donc là le 3 arrive là également. On a un choix qui se pose à nous, c'est-à-dire que là, comme on l'a déjà vu précédemment, on va aller se rendre dans index pattern. Là en l'occurrence nos données telles qu'elles sont injectées, elles sont similaires les unes aux autres. Donc on peut très bien se dire on va créer un index pattern étoile, ou sinon si elles sont différentes les unes des autres, on va faire un app. Donc nous, dans la vie courante, ça va être plutôt comme ça, app 1 étoile. Et puis voilà, au fur et à mesure des jours, je vais créer des index pour cette app 1. Et avec le étoile, je vais toujours, quoi qu'il arrive, tomber dans le cas de ce pattern là. Là pour l'instant, on a jusqu'ici, on n'a pas traité le timestamp, hein, comme on l'avait déjà vu précédemment. Le timestamp, il faut utiliser le filter de type date pour pouvoir aller le renseigner avec la vraie date de log. Là, en l'occurrence, la date que l'on prend, c'est la date, non pas celle qui est celle du log, mais celle de la date d'injection générée par Logstash. Donc là, je fais create index. Ça, on l'a déjà fait. On reviendra plus tard, hein, dans les manipulations autour de Kibana. Et je vais me rendre dans le discover ici. Et dans le Discover, cette fois-ci, voilà, je retrouve par défaut, puisque j'en ai qu'un, mon pattern qui est le pattern de app1. Donc là, si je réinjecte de l'app 1, toc, donc je passe 1, toc, voilà, donc mes données vont être injectées, je fais un refresh, toc, voilà, j'ai encore des données qui sont dedans. Si je déroule, en format table, voilà ce que ça donne. On retrouve donc notre message complet. Et puis on a dit que notre message finalement on l'a découpé en 3 éléments. Premier élément, le source IP qui est là. Deuxième élément, la date qui est ici. Et troisième élément, le other, donc tout le reste qui est ici. Et la date qui est ici, hein, c'est très très important, ce n'est pas la date de timestamp. Là, pour avoir la date de timestamp, hein, je vous le rappelle, on avait fait sur le filter date, allez voir cette vidéo sur le filter date. C'est elle qui permet de se dire, tiens, quand j'ai une date dans la ligne à parser, si je veux la prendre en compte dans un timestamp, il y a une petite manip à faire. Je vous invite à aller la voir. Donc là, on a bien nos datas qui sont injectées. Pas grand chose d'autre à dire dessus. On peut regarder en mode JSON ce que ça donne. Alors le mode JSON, c'est plutôt le vrai mode que sort habituellement Elasticsearch. Donc là on a un peu une vision de si on passait un curl à Elasticsearch, de comment il nous renvoie la donnée, puisque Elasticsearch fonctionne par API et nous retourne les éléments en format JSON. Quoi d'autre encore? Donc là on a vu un petit peu cet élément là. Pour revenir donc sur la petite présentation. Donc ce qui était important, c'était de voir un petit peu cette possibilité de faire du add field et surtout cette segmentation possible au niveau des champs. C'est pareil, on aurait pu faire, donc Logstash récupère automatiquement le nom du host qui lui a envoyé les éléments. En l'occurrence, la variation, le nom, on l'a fait une variation par date, on aurait pu faire une variation, donc mettre app3, rajouter la variable qui définit le host et rajouter en même temps la date tout simplement du jour. Ça, on aurait pu faire ça également. Quoique là, je ne suis pas à la date du jour, je suis au mois et année. Vous voyez que le host, c'est une variable qu'on retrouve ici, voilà. Donc j'aurais pu utiliser pourcentage, accolade ouvrante fermante avec host. Voilà. Que dire d'autre encore? Donc on en a parlé tout à l'heure, donc l'option host on a utilisé, hein, donc si on en a plusieurs, on fait appel à un cluster, on a un système de load balancing, attention au master. Sur l'index, là on peut aller utiliser du pattern ou des noms fixes, statiques. Derrière on peut utiliser le terme compression, qui va permettre, donc si on l'active, de compresser les requêtes qui sont envoyées à Elasticsearch. Alors ça je l'ai déjà évoqué quand on a vu Firebit qui a aussi cette option de compression. L'avantage de la compression, c'est que
On surcharge moins son réseau avec des gros paquets. L'inconvénient, c'est que on consomme plus de ressources à la compression et à la décompression au niveau des machines qui font le travail. Là, en plus, on est en localhost, aucun intérêt. Mais voilà, à distance, ça peut être intéressant d'un point de vue réseau, mais ça consomme de la ressource derrière. Ça, c'est très important. Le document ID, ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est valable couplé aussi aux actions ici. Document ID, on s'en était déjà servi sur l'input de type Postgres, ou en tout cas de type database ou JDBC. C'est quoi? Le document ID, ça va permettre de définir un champ. Là, par exemple, on aurait pu dire que c'est le champ IP couplé à un autre champ éventuellement. Et dire que c'est l'ID, donc l'espèce de clé primaire qu'Elasticsearch va définir pour chaque document. Donc là, on a dit, chaque ligne ici représente un document. C'est ce qu'on a quand on se rend ici dans Index Management. On a le nombre de documents qui est mentionné ici, document count. Et donc ces documents peuvent avoir un ID. Et donc si on veut que cet ID soit unique et représentatif, on peut définir un des éléments de chaque ligne, ou plusieurs éléments de chaque ligne, comme identifiant unique. Derrière, ça va permettre d'agir. Ça va permettre, vous voyez, on a aussi une option qui s'appelle Action au niveau de l'output Elasticsearch. Et ça va permettre de définir le comportement qu'on va avoir, notamment par rapport au document. Donc le type, par défaut, c'est le index. Donc un événement qu'il reçoit, une ligne en gros de log ou une ligne injectée, c'est égal à un document à indexer. Delete, ça va être le contraire. Chaque élément qu'il reçoit, il va supprimer un document à partir du document ID. C'est-à-dire, il va faire une espèce de clause where et il va dire, suivant la règle qu'on a définie dans le document ID, il va dire, bah tiens, dès que je rencontre le même document ID, je supprime le document en question. C'est une relation inversée, ça veut dire qu'on a déjà de la data qui est présente dans Elasticsearch et qu'on va régresser, quoi, en supprimer. On a l'inverse également. Un événement est unique, donc là on utilise la clause create et on va dire, voilà, on n'injecte que des documents uniques à la différence de l'index qui lui ne check rien du tout. Le create, lui, il va checker comme une clé primaire dans des bases de données relationnelles. Il va dire, voilà, dans cette table-là, je ne veux qu'un document qui porte cet ID-là, sinon ça bug, tout simplement. L'update, lui, alors là c'est un peu plus rare et délicat à utiliser. Là, ça va être vraiment de la mise à jour de ligne. Donc on va rechercher des ID identiques et puis on va mettre à jour les éléments. Ensuite, on a pas mal d'options concernant les certificats. Pour les certificats, c'est exactement le même principe que la vidéo qu'on a vue entre Firebit et Logstash. On avait généré un certificat et on avait fait en sorte d'utiliser ce certificat pour chiffrer le flux qui était envoyé, les events qui sont envoyés de Firebit à Logstash. Là, c'est exactement le même principe de Logstash à Elasticsearch. On peut donc utiliser des Elasticsearch. On peut utiliser des sécurités sur Elasticsearch, notamment du password. Donc là, avec d'autres choses à rajouter au niveau d'Elasticsearch. Et du coup, voilà, on peut aussi définir des options. On a des options possibles pour Elasticsearch, pour l'output Elasticsearch, dans le cas d'une chose sécurisée. Alors ça va être password, ça va être d'autres choses aussi. Poolmax, donc là c'est une espèce de pooler de connexion et ça indique que le nombre maximum de connexions qu'on autorise vers notre Elasticsearch. Les retry, alors il y en a plusieurs, avec des timeouts, avec un nombre de retry, etc., d'envoi de requêtes, ce qui est assez logique. Le bulk dans Elasticsearch, c'est quand on fait un envoi massif de données. C'est un peu moins courant quand même quand on utilise Logstash, puisqu'on est plutôt en format event. Donc je vous en ai parlé, lors des prochaines vidéos, on va découvrir l'ILM, donc ILM Index Lifecycle Management. Le principe c'est assez simple, c'est un principe comme du log rotate, du rotate, mais d'index cette fois-ci, avec des données fraîches et des données moins fraîches, une espèce d'historisation, donc c'est assez sympathique. Le template management, ça c'est ce qu'on verra dans la toute prochaine vidéo je crois. Là l'idée c'est plutôt quand on injecte des données, là, tel qu'on l'a fait là, quand on injecte des données dans Elasticsearch, finalement, Elasticsearch, c'est lui qui va s'adapter, qui va dire, tiens, la donnée, je vais lui affecter tel type de champ, etc. Sauf si, auparavant, sur Logstash, on a fait du forcing.
Mais il y a une autre méthode pour pouvoir mieux gérer les choses, c'est de créer ce qu'on appelle un index, un template d'index. Et le template d'index, lui, donc quand on va sur un index, hein, on clique dessus, on a un mapping. Et du coup, avec ce mapping, on peut dire voilà, la correspondance entre chaque champ, le nom du champ et le type de champ. Vous voyez, texte, etc. On pourra avoir des entiers, etc. Ça, on l'a déjà un petit peu abordé. Et du coup, eh bien avec le template d'index, on va pouvoir forcer ce mapping de manière à faire en sorte que, vous voyez, quand on injecte par exemple tous les jours, on crée un nouvel index, de faire en sorte qu'on n'ait pas des différences entre l'index d'aujourd'hui et l'index de demain, parce que l'interprétation qu'en fera Elasticsearch avec Logstash pourra être différente le lendemain, parce que voilà, un champ va peut-être avoir des petites variations, plus de chiffres le lendemain, etc. Voilà. Donc du coup, ça permet vraiment de fixer les choses. Ça, c'est ce qu'on verra lors de la prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, à mettre des pouces bleus pour m'encourager, à commenter, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.